Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Florence Demac pour sa visite ici auprès de nous. Ça me fait très plaisir. Je voudrais remercier aussi les personnes responsables des partis politiques ici à Montigny. Ça me fait plaisir de les voir aussi. Je voudrais excuser Madame la bourgmestre Marilène Knaud qui ne sait pas être parmi nous ce soir malheureusement, et Philippe Cornet qui ne sait pas être parmi nous aussi, mais nous l'excusons et nous comprenons facilement pourquoi. Alors aujourd'hui, je vais être un peu plus long que les autres fois. Je vais vous parler pendant 5 minutes au moins, parce que j'ai des choses à dire, des choses à expliquer, des choses à commenter. On me pose souvent des questions. Pourquoi Philippe écrire sur 14-18? Ceux de 14 écrivait Maurice Genevoix. La Grande Guerre, pour moi, ce n'est pas que Verdun, l'Isère ou la Somme. Ce fut chez nous aussi sur la Sambre. Et puis surtout, en songeant simplement à ces pauvres tués, trop vite oubliés. L'oubli, à cause de chacun et de tous, de leur commune infortune. J'ai toujours refusé pour ma part la résignation et l'oubli. Céline écrira d'ailleurs beaucoup mieux que moi dans Voyage au bout de la nuit. On est retourné chacun dans la guerre et puis il s'est passé des choses et encore des choses qu'il n'est pas facile de raconter à présent à cause que ceux d'aujourd'hui ne comprendraient déjà plus. Nos régions en Belgique constituent depuis longtemps le champ de bataille de l'Europe. Des traces, les cimetières militaires qui constituent souvent de véritables havres de paix. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Certains résultent parfois d'une seule journée de combat, acharné et meurtrier. D'autres déclinent surtout la durée des hostilités, les rémissions et les reprises dans de sanglants affrontements. Car là, en fait, où il y a un corps, il y a une âme. Pourquoi partager? Vous savez que la mémoire de la Grande Guerre s'est construite dès l'après-guerre. En fait, la mémoire sauvegarde un ressenti, des émotions, des souvenirs vécus. Une recherche collective de sens à donner à la guerre. Elle n'est pas l'histoire qui tente d'interpréter des faits à partir d'études, de documents. Histoire et mémoire ne sont pas opposées, en tout cas ne devraient pas être confondues. Elles répondent simplement à deux logiques différentes. Une recherche d'un savoir, d'une part, un besoin individuel et social d'archiver un vécu, d'autre part. La politique de cette mémoire patriotique est, selon cherche Barcelini, une des données centrales de l'existence d'une nation. Cette politique se traduisant concrètement par la mise en valeur des lieux de mémoire et de la commémoration de ceux qui se sont battus et qui sont morts pour la patrie. Pourquoi écrire, Philippe? Vous lirez dans ma préface du livre « Pourquoi ?» et pourquoi avoir choisi Drieux-La Rochelle et Hunsinger et le paradoxe rencontré. Vous découvrirez en effet que la guerre devient dans un certain cas le point de départ d'une recherche existentielle. Le front n'est pas seulement le lieu de l'action, c'est aussi celui de l'introspection, écrivait Solange Lebovici dans Le sang et l'encre. En effet, serait-il possible ou permis de percevoir à travers les combattants et à travers les textes ou lettres qui nous sont parvenus une autre vision de la Grande Guerre. Une autre perception lors du combat va radicalement transformer, voire transcender certains hommes à tout jamais. L'expérience du feu à outrance va engendrer, pour certains, une découverte intérieure inconnue jusque-là. Un autre moi. Apprécier des moments dans la guerre. On est puceau de l'horreur comme on est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé, écrira Céline. L'image de la guerre de 14, oui, c'est le sang, la mort et la boue. Paradoxalement, comment est-il donc possible de lire que d'autres l'avaient apprécié? Apprécier des moments. Par exemple, les écrivains Hunsinger, un Allemand, et Drieux-La Rochelle, un Français, qui sont les protagonistes dans mon ouvrage. En effet, dans sa préface de la traduction anglaise dès 1929, Hunsinger, dans Orage d'acier, écrit que cette vie fut bonne et forte, que cette guerre, malgré tout ce qu'elle a détruit, ait été pour ces soldats une incomparable école du cœur. C'est là une conviction qui s'est toujours plus profondément ancrée en moi.
Le soldat du front, celui qui représentait son pays de la manière la plus dure et la plus tranchante, peut aussi prétendre à l'avoir représenté de la manière la plus pure et de pouvoir exprimer également en temps de paix une sincère estime de l'ennemi, que je n'omettais jamais d'affirmer lorsque je rencontrais, durant la guerre, un représentant adverse, blessé ou prisonnier. Vous le savez, je rappelle qu'Ernst Jünger a participé activement à la guerre de la fin du mois de décembre 1914 au mois d'août 1918, 45 mois. Une comparaison faite aux 6 semaines au front d'Heinrich Maria Remarque, qui a écrit à l'Ouest rien de nouveau. Ernst Jünger a été décoré, blessé plutôt 14 fois. Il a reçu à l'âge de 23 ans la plus haute distinction militaire de l'Empire, tout comme le Baron Rouge, l'As des As aux 80 victoires, l'Ordre pour le mérite, et qu'il décédera à l'âge de 102 ans. Anna Lynn, Drieux-La Rochelle, écrit: alors, il y eut ce ramassement vers 14 heures. On en avait assez. On voulait faire quelque chose puisqu'on en était là. Alors, on y va? Mais oui, on y va. Tu vas? Oui, j'y vais. On y va. Et c'est Anna Lynn qui se découvrit. Il y avait eu la charge. Et puis je savais que je m'étais composé, car si j'ai flanché ce jour-là, je flancherai à d'autres. Eh bien non, je n'ai pas flanché. Vous savez aussi que Drieux-La Rochelle a combattu du mois d'août 1914 jusqu'à l'armistice en 1918. En 14, il est blessé à la tête le 23 août à Nalin, et son ami André Géramec y est tué. Après sa convalescence, il est nommé sergent et est blessé au bras gauche dès le 29 novembre 1914 en Champagne. Durant l'année 15, une fois rétabli, se porte volontaire pour l'expédition des Dardanelles, qui va essuyer un échec cuisant. Admis à l'hôpital dès le 9 juillet pour une grave dysenterie, il est rapatrié sans s'être battu contre les Turcs. En 16, à nouveau en février, Drieux est blessé grièvement de nouveau au bras gauche à Douaumont devant Verdun. En 18, il est affecté comme interprète à l'état-major d'une brigade d'infanterie américaine qui sera brièvement engagée dans le secteur de Verdun. Drieux-La Rochelle, pas facile de parler de lui. Un homme, un dandy, sulfureux à juste titre, qui se suicidera à l'arrivée des Américains en 1945. Vous avez tout compris pourquoi. Vous avouez aussi que je ne suis pas ici pour en faire son jugement, ni son éloge, mais uniquement analyser son vécu sur la Sambre en août 1914 comme témoin direct. Pour lui, si l'Allemagne avait succombé, c'était essentiellement sous le poids du nombre et sur la surpuissance matérielle, et Drieux éprouvait envers l'Allemagne une sorte de solidarité apitoyée qui s'exprime déjà dans son livre La Comédie de Charleroi. Il écrivait: les pauvres Allemands finiraient sous l'acier américain. J'ai vu ça en 1918, cette vieille infanterie allemande crever décidément sous le flot de l'industrie américaine. Dans l'entre-deux-guerres, épouvanté par la faiblesse française, en particulier sur le plan démographique, il ne voit de recours qu'aux les deux grands empires hégémoniques qui s'annoncent, l'empire russe et l'empire américain, que la constitution d'une Europe forte, et qui doit pour lui forcément passer par une réconciliation entre la France et l'Allemagne. On connaît la suite. Pour moi, au vu et au vécu de ces deux écrivains, il était donc devenu irrésistible d'écrire la page d'histoire de Nalin, de Gerpin et de Tarsienne en août 1914. Drieux-La Rochelle ayant combattu à Nalin avec son 5e régiment d'infanterie de Paris, Ernst Jünger n'y était pas, mais son régiment, le 73e régiment de fusiliers d'Hanovre, a bien combattu en première ligne à Gerpin et à Tarsienne face au 4e régiment de Zouaves. Le régiment de Zouaves qui était la fierté de l'armée française. Ils l'ont prouvé à Farciennes et à Gerpin, et on connaît la suite puisqu'évidemment ça a été un massacre. Dans ce livre purement historique, sur 2 fronts, en plus de ces 2 écrivains relatant leur réalité, je me suis attelé à détailler les combats dans ces 3 villages avec l'aide de traductions des historiques des régiments allemands ayant combattu là et paru dans les années 30. Traduction réalisée par des collaborateurs alsaciens, maintenant des amis, tout comme pour le premier livre, L'affaire oubliée. En y mêlant en même moment, à l'aide des archives de Vincennes, l'action heure par heure de l'armée française, et donc détailler de la sorte le face-à-face qu'il y a eu. Et ensuite, comme parfois une image vaut mieux qu'un long discours, et afin d'agrémenter l'ouvrage, une centaine de photographies de collections privées vous replongera 100 ans plus tôt, dans un autre siècle. Alors Philippe XIV, un drame, les études les plus sérieuses
cite le chiffre de 235 000 tués et disparus dans l'armée française durant les 2 premiers mois de la guerre. Et en fait, c'était chez nous aussi, sur la Sambre, en août 1914. Oui, l'inimaginable départ en ce joli mois d'août vers un suicide collectif et irrationnel de notre société tout entière. Et l'homme jouera son ultime carte, sa vie. Et puis, que dire de plus qu'Anna de Noailles? Leur calme résolu, grave et noble, était tel qu'on eût pu deviner à leur marche affermie s'ils partaient pour un jour ou pour l'heure infinie. Soldats de 1914, à quelle porte se ruait votre alerte et fougueuse cohorte? Je vous laisse découvrir par vous-même dans ce livre la suite du drame. Je finirai par la formule consacrée. Bonne lecture, et je voudrais ici à l'avance fêter les mamans aujourd'hui pour dimanche. Merci pour votre visite, merci de votre présence. J'étais vraiment heureux de vous voir aujourd'hui. Merci.